Oh, il y avait un problème avec mon micro. Vous m'entendez, Pravin? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 9 août 2026 et notre cher ami Pravin Sone est avec nous. Bon retour parmi nous, Pravin. Merci beaucoup, Nima, de m'avoir invité. M'aime finiment. Permettez-moi de commencer, Pravin, par l'accord ou pacte militaire entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan. Il était censé établir qu'une attaque contre l'un d'eux serait une attaque contre tous. Ensuite, il y a eu beaucoup de discussions. Qui est la cible de ce pacte militaire? Puis la nuit dernière, nous avons vu le Yémen attaquer de nouveau et frapper des cibles en Arabie saoudite. L'une d'elles se trouvait dans la même zone, à Ras Tanura, où Aramco avait été attaqué. L'autre point important, c'est qu'une sorte de dépôt de munitions en Arabie saoudite a de nouveau été attaqué. Et je pense que, dans les dernières attaques yéménites contre l'Arabie saoudite, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois qu'ils s'en prennent à des munitions à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Donnez-nous votre lecture du pacte militaire entre ces pays. Puis la main dont Yémen tente d'affirmer sa position. Merci, Nima. Prenons-les une par une. Laissez-moi d'abord parler de cet accord de défense conjoint qui a été signé le 7 août. Vous voyez, une note de presse a été publiée par le ministère pakistanais des Affaires étrangères. Il faut la comprendre. Et parallèlement, le président turc Erdogan a lui aussi publié ses commentaires sur X, ce qui s'appelait autrefois Twitter, à propos de cet accord. Donc, quand on met tout cela ensemble et qu'on regarde aussi la succession des événements, la manière dont les choses se sont déroulées, il devient très clair de quoi nous parlons. En substance, dans cet accord de défense conjoint, nous parlons de deux éléments essentiels. Premièrement, de sécurité collective et deuxièmement, de dissuasion collective. Il faut comprendre les deux. Or, la sécurité collective est un concept que le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a reçu de la Russie et de la Chine. Cela concerne le nouvel ordre mondial. Laissez-moi aussi expliquer la chronologie, comment cela s'est produit et comment cette idée de sécurité collective a émergé. Vous savez, tout le monde se souviendra que cette guerre a commencé le 28 février, lorsque les Américains et les Israéliens ont lancé leur attaque contre l'Irak. La première phase s'est poursuivie jusqu'au 8 avril. Ensuite, nous savons que le 27 avril, Araghchi s'est rendu en Russie. Là, à Saint-Pétersbourg, il a eu une discussion d'1 heure et demie avec le président Poutine. Il est revenu, puis le 6 mai, Araghchi est allé à Pékin, où il a eu un échange avec Wang Yi. Après son retour, nous savons que le 17 juin, le protocole d'accord a été signé. Et le médiateur de ce protocole d'accord était le premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif. Du point de vue des Iraniens, ils l'ont appelé le protocole d'accord d'Islamabad. Autrement dit, Araghchi avait obtenu quelque chose lors de ses visites en Russie et en Chine, et les Iraniens ont estimé que les Pakistanais devaient fournir un effort considérable dans ce dossier. C'est pourquoi ils l'ont appelé le protocole d'accord d'Islamabad. Bien sûr, du point de vue des Pakistanais, ils sont effectivement les médiateurs. C'est pour cela que Shehbaz Sharif a signé le protocole d'accord. Ensuite, le 23 juin, nous avons vu le président Pezeshkian effectuer une visite d'État au Pakistan. Il a été reçu personnellement par le président Zardari et le premier ministre Shehbaz Sharif. Puis après son retour, évidemment, de nombreuses questions étaient abordées là-bas. Mais selon moi, ce qu'Araghchi a retenu de sa vision du nouvel ordre mondial, au contact de ces deux grandes puissances, c'était l'élément clé. Pourquoi je dis ça? Parce que le 29 juin, Abbas Araghchi a parlé publiquement, pour la première fois, d'un nouveau cadre de sécurité régionale. Et il a mentionné deux choses.
Il a dit que les puissances militaires extérieures devaient être exclues de ce cadre de sécurité régionale. Et il a dit que ce cadre concernait les nations de la région et qu'elles devaient créer leur propre cadre. Autrement dit, tous les problèmes régionaux devraient être réglés par les acteurs régionaux eux-mêmes. C'est précisément le concept de sécurité collective. Or, quand on parle de sécurité collective, c'est très différent de la défense collective. La sécurité collective signifie, fondamentalement, que votre sécurité ne doit pas se faire au détriment de celle d'un autre pays. Il doit s'agir d'une sécurité où l'on recherche une sécurité relative et non une sécurité absolue. Et pour cela, il faut négocier, s'asseoir et discuter. Parce que toute l'idée de la sécurité collective, c'est qu'elle a de grandes chances d'apporter la paix dans la région. Et comme le dit très clairement le communiqué de presse du Pakistan, cet accord de défense conjoint apportera de la stabilité dans la région et orientera la région vers la prospérité. La sécurité collective donne donc la priorité au développement à travers le concept de sécurité collective pour la paix, où l'on discute et où l'on fait chacun la moitié du chemin. Les deux parties le font, ce qui n'est pas le cas dans la défense collective. La défense collective, c'est ce que font les Américains. La défense collective, c'est ce que nous avons dans l'ordre actuel, dans l'ordre mondial, où la défense collective mène invariablement à la crise. Elle mène au conflit. Voilà donc une partie de cette déclaration conjointe. Il s'agit de sécurité collective. Autrement dit, rappelez-vous aussi qu'au mois de mars et d'avril, nous avons vu 4 pays se réunir, les nations de coopération, comme on les a appelées, la Turquie, le Pakistan, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Et ce qu'ils tentaient de faire, c'était de gérer la crise. Ils essayaient de voir si tous les acteurs régionaux pouvaient parvenir à un compromis et faire avancer les choses ensemble. Donc, tous ces échanges qui avaient lieu sont désormais finalisés. Et il y a un dernier point que je voudrais souligner, qui est tout aussi important. Et cela, après l'annonce faite par Araghchi et après la visite du président Pezeshkian au Pakistan. Rappelez-vous aussi que le 13 juillet, le maréchal Asim Munir a effectué une visite de 2 jours en Turquie. Il y a eu des discussions approfondies avec le Premier ministre turc et les responsables militaires sur place. Autrement dit, il fallait enfin intégrer la Turquie à cet accord de défense, qui restait de toute façon un groupement informel. Au sens où il s'agissait d'un quad, il fallait donc le formaliser. Ce que je veux dire, c'est que ces 3 pays se sont réunis et ont créé une sécurité collective. Or, cette sécurité collective est confrontée à un défi. J'y reviendrai dans un instant. La deuxième partie que vous avez mentionnée. L'autre aspect de cet accord, comme je l'ai dit, c'est la dissuasion collective. Cette dissuasion collective signifie une attaque contre l'un sera une attaque contre tous. Et au fond, cela vise Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez ce qu'Erdogan a écrit sur son compte X, il a ajouté quelque chose qui ne figure pas dans le communiqué de presse pakistanais. Il a dit qu'il s'agissait de lutter contre le terrorisme. Or, l'État qui pratique le terrorisme, c'est Israël. Et nous savons que du point de vue des Israéliens, leurs principaux dirigeants disent ouvertement que davantage que l'Iran, la menace vient de la Turquie. Donc quand on parle de dissuasion collective, cela signifie essentiellement que c'est destiné à dissuader Israël. En clair, vous n'êtes pas face à un seul pays, vous êtes face à 3 pays, et chacun apporte ses propres forces. Voilà donc les 2 éléments clés. Maintenant, une question que tout le monde peut se poser, c'est que cela ne veut pas dire que s'il y a une guerre entre la Turquie et Israël, le Pakistan interviendra aussi, et les Saoudiens également, parce que c'est de cela qu'il est question. Eh bien, vous voyez le principe, c'est la dissuasion collective.
Si la Turquie souhaite l'intervention du Pakistan, ce sera à la Turquie d'en décider. En ce qui concerne l'accord formel a été conclu. Et fondamentalement, il vise à dissuader les puissances extérieures. Quant aux États-Unis, ils quitteront l'Asie occidentale, mais c'est un autre sujet dont nous pouvons parler. Le problème, dans cette région, c'est donc Israël. Ce sont les deux éléments essentiels à comprendre dans cette déclaration. Maintenant, comme exemple de sécurité collective, il y a ce que vous venez de mentionner. Les Saoudiens et les Yéménites, ou les Houthis, ont un problème. Le problème n'est pas nouveau. Il remonte à environ 12 ans. Et toute cette affaire a été déclenchée maintenant par les Saoudiens. Même aujourd'hui, ce que disent les Yéménites, c'est qu'ils ont violé l'espace aérien des provinces de Saada et de Hadja. Et c'est une riposte à ce qu'ils ont fait. Ce que cela signifie, c'est que les Pakistanais, peut-être parce que le Pakistan a aussi conclu avec les Saoudiens un accord de défense individuelle en 2025, devront jouer les médiateurs entre les deux parties. La sécurité collective, c'est la médiation. Ce n'est pas faire la guerre. Il s'agit de faire la guerre aux pays extérieurs, pas dans la région. Donc il faudra que quelqu'un fasse comprendre aux Saoudiens que, voyez-vous, il est grand temps, le nouvel ordre mondial et un nouveau cadre de sécurité dans la région prennent forme à un rythme très rapide. Alors, comprenez les nouvelles dynamiques qu'Arachi a déjà exposées. C'est dans ce contexte que cela s'est produit, que l'accord de défense conjoint a été conclu. Réveillez-vous face à cette réalité. Asseyez-vous et enfin, discutez avec les Yéménites. Parce que, sur le plan de la puissance militaire, nous savons qu'aujourd'hui, ils sont très forts. Et ils ont déjà causé beaucoup de dégâts aux Saoudiens. Aujourd'hui, les Saoudiens ne sont même plus du tout en mesure d'exporter du pétrole. Tout est à l'arrêt pour eux. Ils sont donc en grande difficulté parce que, enfin, eux aussi, tous ces royaumes ont besoin d'argent. D'où viendra cet argent? Donc, selon mon analyse, Nima, très globalement, si l'on suit toutes les étapes logiques, voilà de quoi il s'agit. Et c'est mon interprétation. Et c'est le concept que les gens en Occident ne comprennent pas. La sécurité collective. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur son origine. Voyez ce qui s'est passé. C'est que comme nous le savons, en novembre 2012, Xi Jinping est arrivé au pouvoir en Chine. Son premier voyage à l'étranger a été en Russie. Cette visite a eu lieu en mars 2013, lorsqu'il a rencontré le président Poutine. Et après cela, le 23 mars 2013, il a prononcé un discours à l'Institut des Relations internationales de Moscou. Donc ce dont il avait discuté avec Poutine, c'est sûrement ce qu'il a évoqué dans cet institut. Et le plus important, c'est qu'il a parlé du nouveau type de relations internationales. C'est donc la vision d'un monde multipolaire, où nous avons maintenant trois grandes puissances. L'Amérique, la Chine et la Russie, deux grandes puissances. C'est en 2013 qu'ils ont adopté cette vision. Et les trois éléments clés de cette vision sont les suivants. Le premier, c'est le concept de sécurité collective. Nous devons résoudre nos problèmes de sécurité par le dialogue et la négociation, selon une formule gagnant-gagnant, où les deux parties sont prêtes à faire un peu de compromis et où la sécurité ne doit pas se faire au détriment de celle d'un autre pays. Le deuxième point, c'était l'égalité souveraine. Cela signifie que chaque pays, petit ou grand, peut choisir sa propre voie de développement, peut décider de sa propre politique étrangère. Concrètement, beaucoup d'Indiens s'inquiètent de ce qui arrivera après la signature de cet accord de défense à nos relations avec l'Arabie saoudite. Elles ne seront absolument pas affectées. Car dans cette vision, vous pouvez décider avec qui vous voulez commercer. Cette vision a un objectif totalement différent. Créer une architecture de sécurité dans laquelle tous les pays de la région règlent leurs problèmes et en discutent. Et le troisième point,
c'était que tout devait relever des règles des Nations Unies, des règles internationales établies sous l'égide des Nations Unies. Et ce point a été souligné par le président Erdogan dans son message publié sur X, en plus de ce que j'ai dit dans la note de presse publiée par le ministère pakistanais des Affaires étrangères. Il l'a mentionné. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit d'une réflexion dans laquelle le Pakistan joue peut-être un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle les Iraniens ont décidé d'appeler leur protocole d'accord le protocole d'accord d'Islamabad. En bref, ce qui se passe, c'est que la réflexion sur le nouvel ordre mondial est arrivée. L'Iran est le pays qui a déjà gagné la guerre. Qu'il n'y ait aucun doute, la guerre a été gagnée le 8 avril. Après cela, les attaques menées par les Américains montrent qu'ils essayent de voir si la même chose. Vous voyez, là où ils ont déjà perdu, vous pouvez refaire la même chose encore et encore. Ça ne vous donnera pas des résultats différents. Donc en ce qui les concerne, ils ont perdu. Et la preuve, c'est que les Iraniens sont désormais très stricts concernant le détroit d'Ormuz et son ouverture. Par ailleurs, l'Iranien Araghchi a exposé cela. Donc, en ce qui concerne les Pakistanais, ce sont eux qui font le gros du travail ici. Et nous avons déjà vu que les Pakistanais, enfin les Koweïtiens se sont rapprochés des Pakistanais et ont signé un accord de défense. Il avait en fait été signé en 2023, mais ils viennent maintenant de le ratifier. À l'image de ce que les Pakistanais ont fait avec les Saoudiens. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, les Pakistanais sont aussi entrés sur le continent africain, où un accord de défense similaire a été signé avec la Somalie. L'idée, c'est donc que les Pakistanais bénéficient du soutien total des Chinois et des Russes pour étendre cette coopération en matière de défense et, à travers elle, l'idée de sécurité collective au plus grand nombre possible de pays, en particulier aux pays musulmans. L'accent est mis sur la solidarité musulmane. C'est d'ailleurs le premier point également mentionné par ce sommet de la Mecque sur un accord de défense conjoint. Les Pakistanais vont donc faire tout cela, et leur profil géopolitique va s'élever. Et en ce qui concerne l'Asie occidentale, cette région devient la première à mettre cet accord à l'épreuve. C'est selon mon analyse de cela qu'il s'agit. Vous avez évoqué le détroit d'Ormuz, qui est actuellement au cœur du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et le Wall Street Journal a rapporté, vous savez, des éléments sur Donald Trump, sa position et sa compréhension de la situation. Il dit que l'article affirme que Donald Trump se prépare depuis des semaines à déclarer la victoire dans la guerre contre l'Iran, si Téhéran rouvre complètement le détroit d'Ormuz. Et il dit en privé à ses principaux conseillers que si cela se produit, il déclarera la victoire et quittera la région. Mais le problème, c'est que l'Iran ne va pas rouvrir le détroit d'Ormuz dans les conditions actuelles. Hier, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a publié une déclaration. Il y détaillait tous les éléments qu'il examine actuellement en vue de rouvrir le détroit d'Ormuz. En ce moment, il parle en fait de tous les fronts. La Palestine, le Liban, le Yémen, l'Iran et l'Irak. C'est une forme de compréhension globale de la part de l'Iran. En substance, ils disent « États-Unis, si vous voulez résoudre la question, vous devez prendre en compte tous ces fronts ensemble. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes tous ensemble. » Et pas seulement ça. Avec les avoirs gelés, avec les sanctions, tout cela, je pense que ça fera partie des leviers de l'Iran, à mesure que le temps passe, sur le long terme, pour faire pression sur chaque pays qui, à cause de ces sanctions, exerce une pression sur le peuple iranien. C'est mon avis. Mais la stratégie à court terme dépendra de ce qui se passera dans un avenir proche. Nous savons que l'Iran et Oman
discutent d'un nouveau mécanisme dans le détroit d'Ormuz. Il semble qu'ils avancent dans une direction positive. Ils semblent parvenir à un accord sur ce nouveau mécanisme dans le détroit. Comment voyez-vous la manière dont Donald Trump perçoit la situation dans le détroit d'Ormuz par rapport à la vision des Iraniens? Il semble qu'il s'agisse de scénarios totalement différents. Alors, vous savez, Nima, excellent. Ce que vous avez dit est parfaitement juste. Laissez-moi répondre en 2 temps. Premièrement, si vous regardez le protocole d'accord qui a été signé le 17 juin, aujourd'hui nous sommes déjà quoi? Le 9 juin. Nous sommes très proches du 17 juin. Et certains éléments du protocole d'accord disent très clairement qu'ils doivent être réalisés dans les 30 jours, les 30 premiers jours. Donc, lorsque je comparais cela avec la plupart des exigences que les Iraniens ont maintenant formulées concernant le détroit d'Ormuz, cela correspond. Ce que les Iraniens disent, c'est que tout d'abord, à mon avis, le plus important, c'est que les forces américaines quittent la région. Vous savez, c'est ce qu'ils demandent. Ensuite, ils demandent la levée du blocus naval. Ensuite, ils demandent la levée des sanctions qui les frappent, afin de pouvoir vendre leur pétrole, leur gaz, leurs produits pétrochimiques. Ils demandent aussi le déblocage de leurs avoirs gelés. Toutes ces exigences figurent dans l'article 1er du protocole d'accord. Il devrait y avoir une paix permanente avec tous les alliés. Et maintenant, comme vous l'avez souligné, ils vont jusqu'à énumérer tous ces alliés. C'est tout ce qu'ils réclament. Ils sont même allés jusqu'à dire que des réparations de guerre doivent être versées. Ce que je veux dire, c'est que l'Iran contrôle totalement le détroit d'Ormuz et que sa gestion doit se faire avec les Omanais. C'est donc ce qu'ils essayent de régler, et beaucoup d'options sont en discussion. Vous savez, une option serait que, d'accord, tous les navires passent du côté iranien et aucun du côté omanais. Une autre option envisagée serait d'ouvrir une nouvelle voie au milieu, de la déminer et de laisser passer les navires par là. Des discussions sont également en cours sur le type de droit qu'ils prélèveraient. Est-ce que ce serait 7%, puis 20% pour les navires qui, en quelque sorte, ne respecteraient pas ou ne suivraient pas les règles établies par les Iraniens ou par l'autorité de l'État du Golfe Persique? Mais je dirais que, oui, les Iraniens sont désormais très fermes sur ce qu'ils veulent avant de rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais le dernier mot, je suppose, devrait revenir, à mon avis, au président Pezeshkian, parce qu'il préside le Conseil suprême de sécurité nationale. C'est donc lui qui sera en contact avec le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et après cela, le dernier mot, quel qu'il soit, sera rendu public. Donc tout cela est certain. Il est désormais certain que c'est ainsi que les choses se passeront. Il n'y a donc pas du tout d'ouverture précipitée. Quant à ce que dit Trump, vous voyez, Trump peut dire quelque chose. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qu'a dit Scott Bessent. Scott Bessent est allé dire, « Écoutez, nous allons rendre le détroit d'Ormuz sans importance d'ici 2 à 3 ans. » Parce qu'aujourd'hui, quelque chose comme 50 à 70% du pétrole, de l'énergie provenant des pays du Golfe, passera par des pipelines souterrains. Vous voyez, tout ça, c'est du fantasme. Ça ne veut absolument rien dire. Vous voyez, parce que, enfin, je peux vous donner tellement de raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Vous voyez, mais c'est ce qu'ils envisagent. En quelque sorte, ils disent à tout le monde, regardez, les pétrodollars resteront. La grande inquiétude, du point de vue des Américains, ce sont les pétrodollars. Parce que, concernant les bases, vous savez, j'ai entendu beaucoup de commentateurs dire même, qu'est-ce qu'il y a dans une base? Bien sûr, toutes les infrastructures que les Américains ont déplacées depuis là-bas, c'est coûteux. Mais là encore, on peut les reconstruire. Quel est le problème là-dedans? Non, ce n'est pas possible.
Si cela ne peut pas être construit, c'est parce que tous ces pays, d'où les infrastructures sont parties, d'où les troupes sont parties. Par exemple, le quartier général régional du CENTCOM, qui était au Qatar, a d'abord été transféré en Jordanie et maintenant il est en Israël. Donc, tous ces pays ne permettront pas aux Américains de reconstruire sur leur territoire, parce que cela ne leur apporte pas de sécurité. Cela les rend vulnérables. Et c'est la raison pour laquelle, concernant cet accord de défense conjoint, je vois la possibilité que de plus en plus de pays y adhèrent. Le Koweït y adhérera. Le Qatar y adhérera. Voyez, l'Égypte ne pourra pas y adhérer, parce que l'Égypte a un problème. Et le problème de l'Égypte, c'est que, si vous regardez les accords de Camp David de 1969, que les Égyptiens ont signés avec les Israéliens, il y a une clause selon laquelle l'Égypte ne peut pas conclure d'accord à l'encontre d'Israël. Ils ont donc un problème technique. Il reste à voir comment ils pourront surmonter ce problème technique, car après tout, l'Égypte faisait aussi partie de ce groupe informel initial, le Quad, dont j'ai dit qu'il était très actif. Et beaucoup de commentateurs américains disaient « Écoutez, c'est un pacte militaire ». Vous savez, le problème ici, c'est que les commentateurs américains, les commentateurs des pays occidentaux, ignorent totalement cette vision d'un nouvel ordre mondial. À cause de leur arrogance, à cause de leur démesure, ils ne se sont pas donné la peine de savoir ce qui se passe réellement entre la Chine et la Russie. Et maintenant, ils reviennent à la raison après ce qui se passe en Asie occidentale. Ce que l'Iran a fait les concerne. Et l'Iran est devenu un pilier très important. Donc tous ces pays, les pays du Golfe, vous voyez, ils ne verront pas les Américains revenir et reconstruire les bases. À mon avis, ce jeu-là est terminé. Alors qu'ils le veuillent ou non, ils devront rejoindre ce cadre de sécurité régionale. Ils devront comprendre que cela apportera la paix et que chaque pays pourra poursuivre ses activités normalement, comme d'habitude. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Et en ce qui concerne Hormuz, l'Iran veillera à ce que, tant que toutes les conditions ne seront pas remplies, le détroit ne soit pas rouvert. C'est donc la fin des pétrodollars. Si les pétrodollars ne rentrent plus, nous comprenons tous ce que cela signifie. Et nous comprenons tous les conséquences que le départ des bases américaines aura sur les 780 autres bases que les Américains possèdent dans 80 pays à travers le monde. L'Iran est donc ce pays qui a provoqué un net déclin de l'Empire américain. C'est la réalité, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Les Émirats arabes unis pensent pouvoir revenir en arrière. Nous avons signé les accords d'Abraham avec Israël. Les Israéliens eux-mêmes comprennent ce qui se passe. Et c'est pour cette raison qu'ils font pression à Washington sur le Congrès américain. Et nous l'avons vu à la Chambre des représentants, quand le budget du Pentagone pour 2027 a été discuté et que Pete Hegseth intervenait en demandant 1150 milliards de dollars pour 2027. Il y avait cette clause qui disait clairement que l'armée américaine et les agences de renseignement américaines devaient en substance fusionner avec Tsahal pour l'Asie occidentale. Donc, du point de vue des Israéliens, ils ne mettront pas fin à leur guerre. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent maintenant que le quartier général du CENTCOM et la CIA passent directement sous l'autorité du Premier ministre israélien. Mais cela ne marchera pas. C'est donc une autre histoire. En bref, ce qui s'est passé, c'est l'accord de défense conjoint. Cette formalisation est une étape extrêmement positive. Elle fait avancer la réflexion sur le nouvel ordre mondial à travers l'Iran, à travers Araghchi, qui a accompli un travail fantastique en tant que diplomate, ainsi qu'à travers l'énorme travail qui est maintenant réalisé par le Pakistan. Voyez-vous que les États-Unis ont une décision à prendre? Il me semble qu'après tant d'années, tant 48, la création d'Israël,
after all, after many years since 1948, the creation of Israel, it comes to a moment in the West Asia that they have On arrive à un moment, what en they Asie want occidentale, with their où ils doivent West décider ce strategy. qu'ils veulent faire de leur grande stratégie dans la région. I don't see the Je ne vois pas typical au sein de l'administration Trump les capacités nécessaires pour le faire, I see this mais je vois happening l'établissement in repenser et réévaluer ce qui se passe et peut-être redéfinir en quelque sorte sa politique en Asie occidentale. sort of policy. Comment voyez-vous les répercussions de ce qui se passe à Washington au fil du temps? What's going on in Washington as time goes by? See, if I may just give Voyez, you a si je slightly peux vous different donner un point de context. vue un peu différent. Rappelez-vous que lorsque Trump est revenu au pouvoir pour un second mandat en décembre 2025, l'administration Trump a publié sa stratégie de sécurité nationale. La priorité absolue devait être accordée à l'hémisphère occidental. Et pourquoi l'hémisphère occidental? Parce qu'il était important pour les Américains, s'ils voulaient faire du MAGA, de redevenir le plus grand pays du monde, ce qui bien sûr n'est pas possible. Il leur fallait donc d'abord devenir l'hégémon régional. Or, il y a de nombreuses menaces dans l'hémisphère occidental. Donc il n'y a absolument aucun doute. Une fois que les Américains partiront d'ici, les conséquences seront graves. Et laissez-moi vous parler de la manière dont les Américains, leurs stratèges, voient les choses. The understanding of the Americans, of their strategists, everybody repeatedly talks about that. Look, Tout le monde en parle sans cesse. Écoutez, en ce qui concerne la Chine, on dit que la compétition avec la Chine se joue dans le Pacifique occidental ou dans l'Indo-Pacifique. Non, pas du tout. Parce que la compétition, si l'on veut vraiment l'appeler ainsi, c'est l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. C'est leur grande stratégie. Et elle s'étend partout dans le monde. Alors, où allez-vous les combattre? En Amérique latine? En Océanie? En Afrique? En Asie de l'Est? Où? Et aujourd'hui, même si vous regardez le cercle arctique, ils y ont un problème militaire, une vulnérabilité. Donc ce que je veux dire, Nima, c'est que quand on regarde l'ensemble du tableau, et ce qui s'est passé en Asie occidentale pour les Américains, il est très clair que je doute même de savoir combien de temps l'Amérique restera dans le monde multipolaire, l'une des trois grandes puissances. In the multipolar world, one of the three great powers. I have my doubts about that also. What is the time frame? J'ai aussi des doutes là-dessus. Quel est le calendrier? Parce que jusqu'à ce que cette guerre en Asie occidentale éclate, je me disais volontiers que c'était pour plus tard. Ce n'est plus le cas. Maintenant, nous devons commencer à y réfléchir, parce que, vous savez, les événements avancent à un rythme très rapide. Et aujourd'hui, en ce qui concerne les Iraniens, ils ont gagné la guerre. Je l'ai dit dès le 8 avril. Ayant gagné la guerre, ils continuent de donner la priorité à la diplomatie et non à la puissance militaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre en place ce nouveau cadre de sécurité régionale. Ils ont donc agi avec beaucoup de sagesse. Chacune des mesures qu'ils ont prises est extrêmement sage. Voilà où nous en sommes, Nima. So that is where we are, Nima. I think, Pravin, when it comes to Je pense, Pravan, que dans le cas de la Russie et de la Chine, et compte tenu de leur compréhension de la situation, si l'on regarde la guerre en Asie occidentale, on peut soutenir d'une certaine manière que la Russie en tire profit, pour deux raisons. D'abord, son pétrole est plus cher en ce moment. Ensuite, il y a la manière dont l'Iran se bat et la façon dont l'Iran a tiré profit de la guerre en Ukraine. Car ses armes, ses systèmes de défense aérienne, ses intercepteurs, tous viennent des États-Unis. Et ce qui s'est passé en Ukraine, ainsi que ses conséquences pour l'Iran, a été immense, extrêmement important. De la même manière, la guerre en Asie occidentale renforce la position russe. And the same way the war in the West Asia is helping Russian position. And these two wars are helping China after. Et ces deux guerres aident la Chine, au fond, à faire comprendre à Washington que s'ils vont faire quelque chose à Taïwan. Nous savons que Taïwan vient juste d'annoncer aujourd'hui une hausse de 12% de son budget de défense. On voit cette petite île augmenter son budget de défense. À mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose quand on regarde l'Arabie saoudite. Il suffit de comparer
l'Arabie saoudite et l'Iran. Le budget de défense saoudien est plus de 9 fois supérieur à celui de l'Iran. Est-ce que cela se traduit par des capacités de défense? Et c'est ça, le problème en Occident, dans cette conception, chez ceux qui s'appuient sur ces chiffres. Parce que ces chiffres ne se vérifient pas tant que ça sur le champ de bataille. Mais la question que je pose, c'est la suivante. Comment la Russie et la Chine vont-elles redéfinir leur rôle en Asie occidentale? Nous savons qu'elles ont de bonnes relations avec l'Iran, le Pakistan et la Turquie. Imaginez simplement à quel point les relations entre la Russie et la Turquie étaient difficiles pendant la guerre. La Turquie soutenait l'Ukraine, allant même jusqu'à lui fournir des drones. D'un autre côté, la Russie parle de créer un nouveau hub énergétique en Turquie. C'est toute la complexité de la région. Elles ont leurs propres objectifs et comprennent la position de l'autre. Mais au final, elles communiquent entre elles. Elles ne veulent pas être une puissance dominante absolue. Elles veulent dialoguer. Comment voyez-vous la Russie et la Chine dans le cas de l'Asie occidentale? Vous savez, Nima, permettez-moi de répondre par deux remarques. En termes très simples, il ne s'agit pas de voir la Russie ou la Chine gagner. Il s'agit selon moi de voir le nouvel ordre mondial, le Sud global, gagner. C'est cela, la victoire. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, en septembre, il y a les BRICS en Inde. Et je suis certain que le président Xi Jinping viendra ici, malgré le fait que les relations entre les deux pays, l'Inde et la Chine, ne soient pas normales. Même si ce n'était pas tout chopping, c'est pour diverses raisons. Mais c'est un autre sujet. Donc, selon mon analyse, il s'agit du nouvel ordre mondial, de la vision qui avait été pensée en 2013. Cette vision est désormais devenue une réalité en Asie occidentale grâce à la victoire de l'Iran. C'est donc avant tout une victoire pour cette vision et pour le Sud global, parce que le Nord global est en plein désarroi. Voilà le premier point. Maintenant, concernant la Turquie. Vous voyez, la Turquie, vous savez qu'il y a eu le sommet de l'OTAN à Ankara, auquel le président Trump est également venu. Il avait promis à la Turquie qu'il lui donnerait les F-35. Et maintenant, on entend dire qu'ils ne seront pas livrés. Et évidemment, c'est la pression exercée par Israël sur les Américains. Donc, le point à souligner, selon moi, c'est qu'Erdogan a finalement fait son choix. Il a compris que s'il y avait un problème, une guerre entre la Turquie et Israël, malgré l'article 5 de l'OTAN, les Américains viendraient au secours des Israéliens. Il n'aurait aucun scrupule à, vous savez, piétiner l'article 5 de l'OTAN. Il a donc choisi désormais de se ranger du côté du monde musulman, parce qu'il comprend aussi que c'est là que se trouve l'avenir. C'est là que se trouve la prospérité pour la Turquie. C'est ainsi que je le formulerai, parce que la Chine est en train de gagner partout. Il ne s'agit pas seulement de gagner en Asie du Sud. Et l'Amérique perd du terrain chaque jour, parce qu'elle n'a pas réussi à rouvrir le détroit d'Ormuz, et qu'elle ne pourra pas le faire du tout. Chaque jour, l'Iran montre à l'Amérique et au monde à quel point l'Amérique est en quelque sorte impuissante. C'est ce qui est montré au monde. Et c'est très important parce que le monde n'a toujours pas pris la mesure de cette réalité. L'Amérique qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, qui a gagné la guerre froide, qui a connu ce moment unipolaire, quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du monde, qu'un seul pays domine l'ensemble du globe. Les Américains ont fait cela de 1991, selon mon évaluation, jusqu'en 2013. Vous voyez donc maintenant, soudainement, cet empire américain, il prend fin. Quand je dis qu'il prend fin, il va décliner. Il y aura un déclin brutal. Cela prendra du temps, parce que l'Amérique a beaucoup de force. Elle en a encore beaucoup.
the world will realize that look, this is not where we Mais le monde finira par comprendre que ce n'est pas là où nous voulons être. Nous voulons être aux côtés du Sud global. Et c'est pour cela que je continue aussi d'en parler. Russia, India, Quand on parle du ERIC, Russie, Inde, Chine, cela a deux significations. ERIC peut vouloir dire Russie, Iran, Chine. Et c'est parce que ces trois pays seront la voie du Sud global. Et puis il y a un autre RIC, Russie, Inde, Chine, à partir duquel les BRICS se sont développés. Les Chinois et les Russes espèrent toujours que les Indiens contribueront de tout cœur aux BRICS. Mais bien sûr, Nima, je ne vois pas cela se produire sous le gouvernement actuel en Inde. Car lui aussi a choisi son camp, là où il veut être, malgré le fait qu'il est du côté des perdants. Malgré le fait que lorsqu'il y a un changement d'ordre mondial, vous êtes en quelque sorte une puissance intermédiaire, avec du potentiel, seulement du potentiel, mais que vous avez la grande responsabilité d'1,5 milliard de personnes, dont la majorité sont pauvres. Vous devriez donc être du côté des gagnants, mais nous avons choisi le mauvais côté. you should be with the winning side, but we have chosen to be on the wrong side. So Nima, this is the way I see the things are Alors Nima, voilà comment je vois les choses évoluer. global south. Une grande victoire pour le Sud global. C'est comme ça que je le vois. Individuellement, la Chine en tout cas est en train de gagner, et les Russes aussi. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe là-bas, c'est en quelque sorte la fin de partie pour Zelensky. Voyez-vous, Zelensky ne survit que grâce à la stupidité des Européens, et surtout de ces trois pays qui sont eux-mêmes en difficulté. Vous savez, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ils sont eux-mêmes en difficulté. Il y est allé. Zelensky est allé à la Maison-Blanche, a rencontré le président Trump et a demandé d'emblée des patriotes. Mais comment peut-il lui donner des patriotes alors qu'ils ont eux-mêmes un problème? Je veux dire, aujourd'hui, si vous regardez les Américains, ils ne sont pas du tout capables de se battre. Et le commandant américain pour l'Europe a déclaré publiquement « Je n'ai pas de destroyer à épargner ». That I don't have destroyers to spare. On the destroyers, you have the Aegis combat system. Sur les destroyers, vous avez le système de combat Aegis. Et avec ça, vous avez les intercepteurs de missiles SM-3 et SM-6. Ils sont en quantité limitée. Le THAAD aussi est en quantité limitée. Même les Israéliens font beaucoup de publicité autour de Arrow 2 et Arrow 3, ainsi que du dôme de fer. L'argent vient des États-Unis. C'est l'Amérique qui vous aide pour toutes ces choses-là. Et puis, concernant les missiles, il y a une pénurie de Tomahawk. Une pénurie importante. Donc ce que je veux dire, c'est que tout cela est devenu de notoriété publique. En fait, on voit beaucoup de rapports disant que Pete Hegseth pourrait être limogé pour avoir fourni de mauvaises évaluations au président Trump. Mais le problème, c'est que la responsabilité s'arrête à Trump. Et Trump est en difficulté. Et ces difficultés ne diminuent pas de jour en jour. Elles s'aggravent chaque jour. Et l'Iran n'y voit absolument aucun problème. Pravin, if there are two ways for Donald Trump right now. Donald Trump a deux options aujourd'hui. La première, c'est l'escalade. Cela pourrait inclure l'usage d'armes nucléaires. Cela pourrait inclure l'envoi de forces terrestres en Iran. Et l'autre possibilité serait, comme cela a été évoqué dans un article du Wall Street Journal aujourd'hui, de simplement quitter la région. L'article dit que Donald Trump envisage cette option. En gros, les États-Unis déclareraient victoire et quitteraient la région. Quelle est votre évaluation de la prochaine décision de Donald Trump au vu de ce que nous avons observé jusqu'ici? Qu'attendez-vous de lui? From what we've seen so far, what do you expect from him? See, all these three options are Vous voyez, ces trois options sont irréalisables. Rappelez-vous, lorsque les Américains ont utilisé des armes nucléaires, un seul pays les possédait, les États-Unis. À cette époque, seuls les États-Unis avaient l'arme nucléaire. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, aucun pays n'utilisera d'armes nucléaires, parce qu'il ne s'agit pas de détruire son ennemi, mais de s'auto-détruire. Cette option est donc totalement exclue pour les Américains. Ensuite, vous parlez des forces terrestres. Même cela ne fonctionnerait pas. Car s'ils envoient des forces terrestres, ils combattent l'adversaire sur le territoire de cet adversaire. L'adversaire connaît le terrain, il est bien préparé.
familiar with the geography, adversary is well prepared. And you need at least 3 times the strength Et il to faut be au on the moins time 3 to fois build plus up. de force. Where is the time to Il build faut up? du temps pour les Because déployer. if you recall the Où trouver ce temps? 1991 operation Parce Desert que si vous vous Storm, souvenez de l'opération Tempête du désert en 1991, il leur a fallu 6 mois sous le commandement du général Schwarzkopf pour rassembler les forces. Vous voyez, c'était une époque complètement différente. Et puis il y a cette résolution de guerre 1973, à propos de laquelle la Chambre dit déjà qu'il s'agit d'une initiative anti-guerre et que Trump doit revenir en arrière. Donc selon mon évaluation, toutes ces options ne sont pas réalisables. La seule voie qui reste au président Trump, c'est de se calmer, de parler d'égal à égal avec les Iraniens, de reprendre, avec l'aide du Pakistan, les discussions sur le protocole d'accord qu'il a abandonné et d'arrêter de menacer les Iraniens. And stop threatening the Iranians. That is the only way. I mean, he doesn't C'est la want seule to façon de fight faire. because he doesn't want to Je veux dire, lose a- il ne veut pas le faire parce qu'il ne veut pas avoir l'air du perdant. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui a l'air de perdre. De toute façon, l'Amérique perd du terrain chaque jour. Il faut se demander, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est là qu'il est bloqué. Et je ne parlerai même pas des élections de mi-mandat qui arrivent en novembre. C'est un autre problème pour lui. Alors, il doit s'asseoir et se calmer. Il n'a pas les moyens d'agir. Il n'a aucune carte en main. La guerre s'est terminée le 8 avril. De quoi parle-t-il? Donc voilà ce que je pense, Nima. Qu'il se calme et qu'il s'assoie avec les Iraniens sur le protocole d'accord, avec l'aide des Pakistanais. Je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement. Through the help of Pakistanis, I'm sure it can work out. How about after the midterm elections, he Et decides si, to après les élections de mi-mandat, national draft? il décidait d'annoncer la conscription nationale I want et de more dire forces, I « Je want veux davantage de force, in Iran. je veux faire quelque chose en Iran ». From the military point of view, we know Combien de temps ça prendrait-il du point de vue militaire? Ukraine, for example, On sait que ça n'a pas marché pour l'Ukraine, par exemple. done that. L'Ukraine l'a fait, It's an experience. et on a cette expérience-là. Et on sait comment. Je ne veux pas, vous savez. On sait pour l'Ukraine. The war, Les Ukrainiens perdent la guerre. losing the war. À mon avis, They have, in my ils ont perdu la guerre. the worst Cela fait 3-4 ans qu'ils ont perdu la guerre, mais ils continuent à la faire. years that they have lost the war. Pourtant, il s'agissait de forces très bien préparées avant le début de la guerre. These were On n'obtient pas ce niveau d'entraînement en peu de temps. forces before the war happened. Quelle est votre évaluation à ce sujet? We're not gonna achieve that De ceux qui soutiennent qu'une conscription nationale aux États-Unis va résoudre tous les problèmes que Donald Trump a aujourd'hui. the United States gonna resolve all the problems that Donald Trump has today. I don't think it's an option at all, Nima, because the Je ne pense pas que ce soit une option, Nima. Parce que la guerre en Asie occidentale, son point central, son centre de gravité, c'est Hormuz. Hormuz affecte le monde entier. Hormuz affecte l'Amérique. Tout le monde est touché par ça. Et si vous regardez les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis aujourd'hui, elles sont tombées au niveau de 938, soit il y a 90 ans. Et on estime maintenant qu'elles ne tiendraient que 40 à 43 jours. Alors, de quelle conscription nationale parle-t-on? Je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est la seule manière pour le président Trump de s'asseoir et de parler d'égal à égal avec les Iraniens. Ça ne peut pas fonctionner, parce que la guerre en Ukraine est très différente. Ici, il y a 3 grandes différences. Premièrement, le centre de gravité, c'est le détroit d'Ormuz, qui affecte le monde entier. Deuxièmement, nous sommes dans un monde multipolaire, et l'Amérique est directement impliquée dans la guerre. Donc, je ne pense pas que ce soit une solution viable. Mais oui, c'est bien d'en discuter. Il n'y a pas de mal à ça. I don't think it's a workable thing, but yeah, it's good to discuss. No harm in that. Yeah. Oui, parce qu'ils en parlent. Exactement. Merci. Merci Pravin d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. As always. Merci Nima. C'est un plaisir d'être dans votre émission. Just let me bring up your YouTube. YouTube channel. Oui, merci Nima. Let me just Attendez, je sais pas comment. how Qui a changé votre titre ici? your headline here. Oui, je ne sais pas moi-même, mais allez-y. Go ahead. Your Votre chaîne YouTube, Pravin. Pravin. Oui. Tell us how Comment peut-on vous suivre sur votre chaîne YouTube? channel because
parce que je l'avais ici et vous avez dit que j'allais la mentionner. I'm gonna bring it up. So Nima, it's Force Oui, donc c'est le magazine Force 5448. C'est ça. That is what it is. And Let me just bring it up for our audience to follow. Je vais simplement l'afficher pour que notre public puisse vous suivre. Je sais que vous faites un travail très détaillé et important sur votre chaîne YouTube. Je vous suis. Je n'ai pas vu toutes vos vidéos, mais j'en ai regardé certaines. Elles sont très bien préparées. Ici, vous pouvez suivre Pravin sur sa chaîne YouTube. Allez-y, s'il vous plaît, et suivez-le. Il fait un travail fantastique sur sa chaîne YouTube. Very fantastic job on his YouTube channel. thank you, Nima. Merci et Sinimu. Merci. Au revoir. Thank you. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye.